Je vous remercie mon Dieu, de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs, mis sur ma tête le monde. J'ai la livrée du centaure et je porte le monde depuis le premier matin. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir la couleur de tous les jours et je porte le monde depuis le premier soir. Je suis content de la forme de ma tête, faite pour porter le monde. Satisfait de la forme de mon nez qui doit humer tout le vent du monde. Heureux de la forme de mes jambes, prêt à courir toutes les étapes du monde. Je vous remercie mon Dieu de m'avoir créé noir, d'avoir fait de moi la somme de toutes les douleurs. 36 épées ont transpercé mon cœur, 36 brasiers ont brûlé mon corps, et mon sang sur tous les calvaires a rougi la neige, et mon sang à tous les levants a rougi la nature. Je suis quand même content de porter le monde, content de mes bras courts, content de mes bras longs, de l'épaisseur de mes lèvres. Oui, je vous remercie mon Dieu de m'avoir créé noir. Le blanc est une couleur de circonstance, le noir la couleur de tous les jours. Et je porte le monde depuis l'aube des temps. Et mon rire sur le monde, dans la nuit, crée le jour. Je vous remercie mon Dieu de m'avoir créé noir. C'est par ces quelques mots et quelques vers de Bernard Bédadier que nous démarrons justement cette édition. Lui qui est né en 1916 et qui nous a quittés en mars dernier. Sur ce, mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui sur le plateau de Panafricanist TV. Et bien sûr, c'est Parole Panafricaniste qui démarre et comme à notre habitude, nous sommes là pour vous porter et surtout vous apporter le meilleur de l'information sur un plateau d'argent. Car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole Panafricaniste. Et comme à notre habitude, mesdames, messieurs, oui, nous allons continuer à nous interroger. Cette fois-ci, nous allons justement du côté de l'Europe. Gaz russe, sabotage américain de Nord Stream 1 et 2, l'Allemagne dos au mur, c'est notre grande interrogation. Gaz russe, sabotage américain de Nord Stream 1 et 2, l'Allemagne dos au mur. En tout cas, nous nous interrogeons. Le 2 octobre 2022, à l'été, on va se rappeler, 1940, après l'effondrement de l'armée française, Churchill se voit contesté au sein de son gouvernement par les partisans d'un arrangement avec Hitler. Afin de prouver sa détermination à mener la guerre jusqu'au bout, il adresse un ultimatum à la flotte de son ex-allié, repliée dans la rade de mer El Kébit, près d'Oran, et l'attaque. Le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 dans la Baltique pourrait avoir la même signification sans que l'on sache encore qui s'est risqué à cet acte de piraterie sans précédent. Mais selon les informations, tout porte à croire que ce sont les États-Unis d'Amérique. Les 26 et 29 septembre 2022, 4 explosions ont endommagé les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 dans les eaux territoriales suédoises. Ces gazoducs étaient destinés à accroître les livraisons de gaz naturel russe à l'Allemagne. Mais suite aux sanctions économiques décrétées par l'Union européenne, après, on va le dire comme ça, l'opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine, ils avaient été neutralisés. En Allemagne, les milieux d'affaires attendaient avec impatience leur remise en service pour éviter un naufrage de l'industrie nationale, très dépendante du gaz russe, et plaidaient pour la reprise des négociations avec la Russie. Mais du fait de ces sabotages, les 10 gazoducs ne pourront être remis en service avant de nombreux mois, dans le meilleur des cas, ce qui met en grande difficulté l'industrie allemande et par voie de conséquence toutes les économies européennes. Le sabotage des gazoducs aggrave la crise de l'énergie en Europe, l'attente des l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Cette crise a conduit les États européens à se rabattre tant bien que mal sur le gaz naturel liquéfié en provenance du Qatar et surtout des États-Unis, dont le caractère néfaste pour l'environnement n'est plus à démontrer. Elle a ainsi ruiné la transition énergétique en dépit des sommes colossales englouties dans la construction d'éoliennes géantes et la rénovation thermique de vieilles bâtisses. Mais qui est derrière, on va le dire, cette destruction de ces gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui profitent d'ailleurs de cette explosion, si ce n'est les États-Unis, puisque ce sont les États-Unis qui vendent désormais le gaz à toute l'Europe. Oui, pendant qu'on parle de cette opération militaire spéciale du côté de l'Ukraine, il y a une seule personne qui se remplit les poches.
Et la personne qui se remplit les pouces n'est tout autre que les États-Unis d'Amérique. Le sabotage relance aussi la hausse des prix de l'énergie, y compris celui de l'électricité nucléaire, qui, bien que d'un coût de revient très faible, est aligné sur le prix du gaz en vertu des conventions européennes. Il rajoute au désastre écologique en libérant dans l'atmosphère le méthane sous pression conservé dans les gazoducs. L'historien, nous fait savoir que cette offre pas d'autre exemple de destruction d'infrastructures civiles à 1000 km d'un camp de bataille si l'on accepte les attentats du 11 septembre 2001 qui relèvent du terrorisme plus que de la guerre. Mais même ces attentats du 11 septembre 2001, tout le monde le sait, c'est encore les États-Unis qui sont derrière. Reste maintenant à se demander qui a pu trouver intérêt à ce sabotage dans une mer dont les pays riverains ne sont pas officiellement en état de guerre les uns avec les autres. Mais pour l'instant, mesdames, messieurs, le premier nom qui ressort, ce sont les États-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi nous aussi, nous nous interrogeons. Gaz russe, sabotage américain de Nord Stream 1 et 2, l'Allemagne dos au mur. Il fallait bien que nous ayons un enseignant sur ce plateau pour répondre à nos questions. Nous sommes avec le docteur Jean-René Douma, lui qui a passé plus d'une décennie, voire même 2 décennies du côté de l'Allemagne pour répondre à nos questions. Docteur Jean-René Douma, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Jocelyn Ngos. C'est un plaisir toujours renouvelé et vraiment intense de pouvoir être sur votre plateau. Merci de la pugnacité et de la pertinence de vos thèmes. Je suis ravi d'être là. Je dis bonjour à tous les millions de téléspectateurs de Panafricanist TV. Oui. Bonjour à l'équipe technique qui nous accompagne et bonjour au top management. Très heureux de vous avoir, docteur Jean-René Douma. Vous prenez toujours votre temps pour être avec nous. D'ailleurs, chaque fois, nous savons que vous êtes un enseignant acharné qui apporte justement son savoir aux millions de jeunes Africains éparpillés à travers le monde. Merci de nous avoir accordé le temps qu'il faut. Et d'ailleurs, vous ne manquez pas de nous accorder votre temps. D'ailleurs, vous ne me refusez absolument rien. Revenons justement sur le sujet qui nous intéresse ce matin. On parle du sabotage américain de Nord Stream 1 et 2. Pourquoi maintenant? Parce que jusqu'à preuve de contraire, l'Europe était dépendante du gaz russe. Depuis la destruction de ces 2 gazoducs, des gazoducs en tout cas Nord Stream 1 et 2, finalement l'Europe s'est tournée vers le Qatar, mais précisément vers les États-Unis. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi maintenant? Parce que nous sommes à une période de guerre, une guerre hybride, une guerre qui a été provoquée par l'usage du soft power, provoquée par les États-Unis et leurs alliés, en ce sens que les États-Unis ont toujours cherché à pouvoir positionner au niveau de l'Ukraine un certain nombre d'instruments dangereux, des armes qui peuvent paraître menaçantes pour l'URSS, dont la Russie, disons ça comme ça. Et malgré les négociations entreprises par la Russie depuis des années, ça n'a pas stoppé l'avancement des États-Unis et de l'OTAN, en même temps jusqu'au niveau des frontières avec la Russie. Exact. Et donc la Russie s'est trouvée obligée de réagir pour ne serait-ce que reprendre le contrôle, n'est-ce pas, de cette zone qui est l'Ukraine et qui appartenait normalement à la Russie il y a des décennies. Et donc, c'est pour ça que nous parlons du conflit russo-ukrainien, nous ne parlons pas de guerre. Nous n'estimons pas que la Russie a déclenché une guerre contre l'Ukraine. Donc, il est bon qu'on le rappelle, la guerre est là, elle est hybride. Certains parlent de guerre par procuration, c'est-à-dire que les États-Unis et les alliés sont en train de combattre la Russie à travers l'Ukraine. Et il y a tellement d'événements qui le relatent. Alors, pourquoi maintenant? Parce qu'évidemment, nous sommes dans ce contexte de guerre-là. Oui. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 sont des espèces de pipelines. Oui. C'est-à-dire que ce sont des pipelines qui sont destinés à conduire du gaz d'un point de départ à un point d'arrivée à une destination. Et nous sommes là dans le cadre de 2 gazoducs qui ont pratiquement le même itinéraire, parce que lorsqu'il a été décidé de construire Nord Stream 2,
il était question de doubler la capacité, n'est-ce pas, d'exportation du gaz de la Russie vers l'Europe, mais en passant par l'Allemagne. Parce que ces gazoducs partent de la zone de Sibérie, oui, n'est-ce pas, pour déboucher au niveau de l'Allemagne, là où on a, plus précisément à Greifswald. Pour ceux qui connaissent l'Allemagne, voilà. Et ils sont, c'est une distance de pratiquement 1200 km. 1200 km. 1200 km. Il faut bien imaginer. Alors, je voudrais d'abord que nos téléspectateurs sachent comment se repartissent les intérêts qui ont été engagés dans le cadre de la construction de ces gazoducs. Il est clair que c'est pour permettre à la Russie d'exporter son gaz, oui, vers l'Europe et plus précisément l'Allemagne. Alors, mais pour les construire, il y a Gazprom, qui est le géant mondial du gaz, qui est une société russe qui n'est pas seulement une entreprise, c'est une mastodonte, n'est-ce pas, et donc, qui est propriétaire à 51% pour le gazoduc 1, c'est-à-dire Nord Stream 1, et à 50% pour Nord Stream 2. Et les autres 49 et 50%, c'est qui? Ce sont certains pays européens, mais notamment l'Allemagne, et puis quelques banques. Au niveau de Nord Stream 1, il y a 26 banques européennes qui ont investi, particulièrement les banques allemandes. Au niveau de Nord Stream 2, il y a quand même une diversification des banques. Il n'y a pas que les banques allemandes, il y a une banque française aussi, il y a même une banque du Royaume-Uni. Il est important que les téléspectateurs comprennent comment ces choses-là ont été mises en place. Jusque-là, on n'a pas, je ne parle pas des Américains. Vous voyez que jusque-là, ils n'ont aucun intérêt, oui, là-dedans, que ce soit financier ou matériel, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? On constate qu'il y a eu 4 explosions, mais il faut savoir que ça, c'est la face visible. Qu'est-ce qui a déclenché les explosions? Donc, les spécialistes du domaine, je n'en suis pas un, nous échangeons énormément quand il s'agit des thèmes transversaux, nous disent que les gazoducs ont un diamètre de 1,40 m par gazoduc. Ils sont enfouis sous la mer, entre 50 mètres et 150 mètres de profondeur, sous la mer Baltique. Et la mer Baltique est la mer la plus surveillée au monde, en termes de radars, d'avions, d'hélicoptères, de sous-marins, etc. Alors, le gazoduc a une épaisseur de 4 cm d'acier. Épaisseur de 4 cm d'acier. Et pas n'importe quel acier, c'est la meilleure qualité d'acier qui puisse exister. Vous imaginez que c'est sous la mer et que ça doit transporter le gaz, donc il faut que toutes les dispositions soient prises pour que ce soit protégé. Justement. Comme si les 4 cm d'épaisseur ne suffisaient pas, ces gazoducs sont protégés par du béton spécial de 15 cm. C'est-à-dire que c'est déjà bien soudé, et c'est couvert par un béton spécial de 15 cm. Il est bon qu'on le dise parce que lorsque, malgré tout ce que je viens de dire, on découvre qu'il y a des trous vraiment qui ont été percés de manière chirurgicale, dit que c'est des gens qui savaient exactement ce qu'il faut faire, et qui avaient tous les moyens pour pouvoir accéder à ces gazoducs, malgré toutes les dispositions sécuritaires. On a percé à Nord Stream 1 2 trous, et Nord Stream 2 2 trous. Et vous pouvez comprendre pourquoi l'explosion, parce que quand on crée un trou comme ça, avec la pression et tout, évidemment, on parle de 4 explosions, qui émanent donc vraisemblablement de ces 2 trous par gazoduc qui ont été percés exprès et de manière chirurgicale. Moi j'ai vu une intervention, une déclaration un grand homme politique allemand, oui, qui disait que, comme par hasard, il y avait un sous-marin américain non loin de là. Donc, il déclare, je cite, et comme par hasard, un groupe aéronaval américain se trouvait à proximité. Quand on a de tels amis, on n'a plus besoin d'ennemis. Ce sont ses propos. Merci. Donc,
ceci montre que on ne soupçonne pas seulement les Américains. Il y a assez d'éléments qui établissent que ce serait les États-Unis le saboteur. Parce que j'ai d'abord commencé par ressortir les intérêts que les uns et les autres auraient au sein de ces deux grands projets. Je pense que la Russie, qui en est propriétaire majoritairement, oui, et qui a intérêt à ce que ces gazoducs fonctionnent, puisque la Russie exporte le gaz, et la dépendance du gaz, n'est-ce pas, russe, par rapport à l'Allemagne est de 40%. C'est-à-dire que l'Allemagne vit du gaz russe, pratiquement. Donc, et au moment où il y a une crise comme celle-là, et que la Russie décide que ceux qui vont acheter son gaz désormais, et pas seulement le gaz, doivent le payer en roubles et non plus en euros, ce qui a soulevé beaucoup on va dire d'énervement au niveau des États-Unis avec leur série de sanctions ainsi que l'Union européenne. Au moment où la Russie, avec cette décision, renforce la valeur du rouble par rapport au dollar, parce que les chiffres montrent bien qu'à partir de cette période-là, le dollar a perdu en valeur, et progressivement d'ailleurs. Et donc, en sabotant les deux gazoducs, évidemment, ça empêchait à la Russie de continuer d'exporter le gaz. Ça, c'est du b.a.-ba. Oui. Alors, empêcher d'exporter signifie priver déjà la Russie des ressources énormes. C'est beaucoup d'argent et sous forme de devises. Et deuxièmement, c'est empêcher que l'Allemagne, et à travers l'Allemagne, un certain pays d'Europe puisse être approvisionné en gaz, alors que le gaz est incontournable. Pas qu'il était, il est incontournable. Mais qu'est-ce que ça peut provoquer au niveau des Allemands qui en bénéficiaient? Deux choses. La première, c'est que l'Allemagne s'est trouvée obligée de pouvoir maintenant importer du gaz américain, parce que pendant cette période, la quantité de gaz exporté des États-Unis vers les pays européens a triplé carrément. Mais pire encore, il faut provoquer une situation d'énervement. C'est-à-dire que, parce que l'Allemagne, M. Steve Goss, est un pays qui, dans l'histoire, a développé de très bonnes relations avec la Russie. Vraiment, je le dis comme ça de manière simple, mais au niveau de l'Union européenne, c'est l'Allemagne qui a toujours plaidé pour qu'il y ait des relations paisibles, des relations conviviales, oui, des relations économiquement intenses entre l'Union européenne et la Russie. C'est toujours l'Allemagne qui l'a fait. Donc les Allemands en général n'ont pas cette appréhension de les Russes, ce sont nos ennemis, il ne faut rien faire avec. Non. Donc, quand s'il est tel que ce sont les États-Unis qui ont saboté, il y a des raisons qui pourraient justifier ça. Il faut énerver les Allemands. Il faut les énerver et d'autres pays alliés aux États-Unis pour multiplier, n'est-ce pas, dupliquer la tension vis-à-vis des Russes. Parce que j'ai commencé par parler d'une guerre par procuration, oui, j'ai parlé de guerre hybride. Donc, ça peut pousser les Allemands davantage à soutenir l'Ukraine et à faire ce que les Américains demandent que le bloc de l'OTAN fasse. Parce que vous savez bien que l'Allemagne, au niveau de l'Union européenne, est la première puissance militaire. Donc, si l'Allemagne n'obéit pas, ça peut avoir un impact négatif sur les autres pays de l'Union européenne. Donc, c'est un moyen de faire aussi la pression sur l'Allemagne avec les autres alliés pour que davantage ces pays soient soumis aux États-Unis et qu'ils puissent davantage appuyer l'Ukraine dans ce conflit dont ils ont été eux-mêmes à l'origine. Mais est-ce qu'ils n'ont pas échoué finalement? Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'Allemagne n'a pas du tout réagi et, on va le dire également, la Chambre des représentants déclare haut et fort que ce sont les États-Unis qui sont justement les auteurs. Oui, pour les Allemands, ils ne spéculent pas.
Parce que quand ils commencent à faire des déclarations aussi péremptoires, c'est qu'ils ont des preuves. Ils ont des preuves de ce qu'ils disent. Je pense que l'Allemagne, la première chose que l'Allemagne a commencé à faire, et intensément, c'est la diversification. Parce que le mix énergétique de l'Allemagne représente environ 17%, n'est-ce pas? Et donc, il y a les énergies éoliennes, il y a le charbon, etc. L'Allemagne a accéléré cette diversification, a même remis en marche un certain nombre d'infrastructures énergétiques qui étaient déjà en stand-by. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, et là, c'est pour répondre précisément à votre question, le fait que les actions qui sont menées contre la Russie à travers l'Ukraine ne soient pas forcément visibles ou très visibles de la part de l'Allemagne montre bien que ce que les États-Unis ont cherché à atteindre à travers ces sabotages n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Ils ont perdu ce qu'ils appellent la guerre. Ils ont perdu cette guerre parce que le temps qui s'est déjà écoulé avec une récupération progressive d'un certain nombre de régions ukrainiennes par la Russie et de manière formelle, même si entre-temps l'Ukraine aurait récupéré encore une région mais ça c'est du ping-pong, mais on va voir sur la durée qui effectivement va dominer, et nous savons que si on ne prend que ces deux pays-là, même avec l'appui des États-Unis et des pays de l'OTAN, c'est une question de temps, la Russie va mettre un terme à cette opération militaire spéciale, parce que la Russie veut restaurer sa souveraineté parce que les alliés sont allés très loin. Ils n'ont pas respecté les accords, et si la Russie n'intervenait pas pour arrêter l'expression de ce pouvoir à outrance, je pense qu'on l'aurait surprise peut-être un matin en l'envahissant. Justement, une question pour les téléspectateurs, il faut le préciser également pour vous également. Pour le quoi, beaucoup de personnes se posent la question, pourquoi est-ce que l'Europe accepte-t-elle le diktat des États-Unis d'Amérique alors qu'elle dépend entièrement du gaz russe? Alors, je peux justifier ça par le fait que l'Europe, avec les États-Unis, ont mis en place l'OTAN. Oui. L'OTAN, c'est l'armée impérialiste. C'est comme ça que nous l'appelons, l'armée impérialiste, au sein de laquelle il y a plusieurs pays qui sont membres. Et donc, dans la solidarité de cette association militaire, on peut expliquer, on peut comprendre que la plupart des pays occidentaux obéissent aux États-Unis. Même quand ils sont en difficulté, ces pays-là? C'est là où ça devient compliqué. Acheter le gaz américain, ça devient plus cher aujourd'hui. Oui, mais monsieur Ngos, vous savez que malheureusement, les politiques, pour la plupart, ne travaillent pas pour les intérêts du peuple. Parce que lorsqu'on diminue drastiquement les quantités de gaz qui arrivent, par exemple, en Europe, ce ne sont pas les riches qui en souffrent le plus, vous le savez mieux que moi. Ce sont des gens qui, à la limite, n'ont même pas suffisamment de moyens pour s'alimenter, qui vont mourir du froid, oui, parce qu'ils ne pourront pas se chauffer, ils ne seront pas capables de payer. Et même si il y a le gaz, certains ne sont même pas capables de payer. Il faut qu'on subventionne pour qu'ils puissent se chauffer. Donc, là, on peut relever cet aspect des politiques qui pensent surtout à eux, à leurs intérêts, et qui, généralement aussi, ont certains liens. C'est un lien inexplicable, malsain, même les liens qui peuvent être qualifiés de liens mystiques dans le sens négatif du mot, c'est-à-dire que quand ils sont membres de certaines associations, de certaines sectes, n'est-ce pas, qui les amènent à prêter serment, d'obéir, par exemple, comme un cadavre, etc. Vous comprenez bien qu'en ce moment-là, ce sont des relations qu'on ne maîtrise pas. Et lorsqu'il y a un mot d'ordre, généralement, on ne peut pas exactement savoir pourquoi, sur quel levier on s'est appuyé pour pouvoir obéir ou pas.
on peut logiquement, sur le plan politique, dire que non, ce n'est pas possible, on ne va pas le faire. Sur le plan économique, ça va causer beaucoup de dégâts. Mais après, sur l'autre plan, le côté jardin, que l'on ne voit pas, on ne peut pas expliquer. Donc, il y a des décisions qui sont de mauvaises décisions, mais qui sont prises sur la base, pas des canaux conventionnels, mais des canaux que le commun des mortels ne maîtrise pas. C'est dommage, parce que nous estimons que les politiques doivent travailler pour les intérêts du peuple qui les a élus. Pendant ce temps, l'hiver arrive à grands pas. Au moment où nous sommes en train de faire cette émission, nous sommes le 6 octobre de l'an de grâce 2022. Vous qui y avez vécu, bientôt, on aura vraiment froid. Oui, on aura froid, monsieur Goss. Et ce n'est pas un froid sympathique, hein? Oui. Donc, il y a des périodes où vous allez avoir des températures de moins 10, moins 20, moins 30 degrés par endroit. Surtout que les spécialistes disent que quand c'est 0 degré, parfois l'impact est plus fort sur l'être humain que quand c'est même à moins 4, moins 5, moins 6. Donc, ils savent comment ils expliquent ça. Oui, c'est le début de l'hiver. Et en hiver, il faut être protégé tout le temps. Parce que c'est la période où il faut chauffer tout le temps. Il faut que, éventuellement, on soit capable de se préserver, n'est-ce pas, des effets néfastes de ce froid-là, ce froid glacial. Parce que vous restez sous le froid 2-3 minutes, vous ne ressentez plus... avec les gants, vous avez les gants, mais vous ne ressentez plus vos doigts, les oreilles, vous ne ressentez plus rien. Donc, vous imaginez si vous devez passer 4-5 heures comme ça, même si vous êtes couvert n'importe comment, vous ne pouvez pas tout couvrir, ça peut être très dangereux. On va connaître malheureusement des cas de décès liés à cette situation. Ça c'est certain. C'est certain. Merci à vous, Dr Jean-René Douma, d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur nos pages, likez-les, et ainsi vous aurez justement des notifications. Et surtout, partagez à grande échelle pour que Panafricaniste TV soit connu de par le monde. Bonne journée à toutes et à tous.